Je n'aurais jamais pensé qu'un simple toast au champagne me sauverait la vie. Mes mains tremblaient alors que je levais la flûte en cristal, mais ce n'était pas l'excitation. Tout le monde dans la salle de réception pensait que j'étais nerveuse à l'idée de prononcer mon discours, de célébrer le plus grand moment de ma carrière. De porter un toast aux 30 millions d'euros que je venais de gagner en vendant la licence de mon brevet de dispositif médical à un géant de l'industrie pharmaceutique. Il n'avait aucune idée que je venais de voir mon mari, Marc-Antoine, laisser tomber quelque chose dans mon verre. La salle du Palace le Meurice était comble. 200 invités, tous vêtus pour célébrer le docteur Élise Morel et le système révolutionnaire de surveillance du glucose que j'avais passé 7 ans à développer. Mes collègues de l'INSERM, les investisseurs qui avaient cru en moi, ma meilleure amie Julie qui m'avait tenu la main à chaque échec. Même ma mère avait pris l'avion depuis Lyon, rayonnante de fierté au premier rang. Marc-Antoine se tenait à mes côtés sur l'estrade, sa main posée de manière possessive sur le bas de mon dos. Pour tous les spectateurs, il ressemblait au mari fier, au partenaire attentionné qui avait été là pendant les nuits blanches, les échecs de prototype et les moments où j'avais voulu tout abandonner. Son sourire était parfait, son toast avait été parfait. Il m'avait appelé son épouse brillante et avait dit qu'il avait hâte de passer le reste de nos vies à profiter des fruits de mon travail. Mais je l'avais vu. Alors qu'il pensait que je regardais la foule, cherchant des visages familiers, j'avais capté son reflet dans le mur de miroir derrière le bar. Je l'avais vu fouiller dans sa poche. Je l'avais vu jeter un coup d'œil autour de lui. J'avais vu sa main planer au-dessus de mon champagne pendant une seconde avant que ses doigts ne s'ouvrent et que quelque chose d'invisible ne tombe dans les bulles dorées. Puis il s'est tourné vers moi avec ce même sourire aimant, a pris son propre verre et a attendu que je fasse de même. Mon esprit s'est emballé. Qu'est-ce que c'était? À quelle vitesse cela agirait-il? Était-ce censé me tuer ou juste m'incapaciter? Est-ce que cela ressemblerait à une crise cardiaque, un AVC, une réaction allergique? Je suis médecin. J'ai vu assez de morts suspectes pour savoir que les poisons ne sont pas aussi sophistiqués que dans les films. Ils laissent des traces. Ils sont retrouvés lors des autopsies. Mais d'un autre côté, une jeune femme qui s'effondre lors de sa propre fête après des mois de stress intense, après avoir travaillé 90 heures par semaine, après la pression des négociations et des contrats, cela ne soulèverait pas trop de sourcils. Pas tout de suite. Et le temps que quelqu'un pense à tester les toxines, Marc-Antoine aurait déjà hérité de tout. Nous étions mariés depuis 5 ans. Pas de contrat de mariage, il avait insisté sur le fait que c'était peu romantique. Pas de compte séparé, il m'avait convaincu que les couples mariés devaient se faire une confiance totale. Je lui faisais confiance. J'avais été une idiote. À Élise, a dit Marc-Antoine, levant son verre plus haut. La foule lui a fait écho. À Élise. J'ai levé mon champagne. Les bulles accrochaient la lumière. Je pouvais voir mon reflet dans le liquide, déformé et vacillant. Tout le monde regardait. Tout le monde attendait. J'ai pressé mes lèvres contre le bord du verre et je l'ai incliné vers l'arrière, mais je n'ai pas avalé. J'ai laissé le champagne toucher ma bouche, mouiller mes lèvres, mais j'ai gardé ma gorge fermée. Des années de dégustation de vin lors de conférences médicales m'avaient appris à simuler une gorgée de manière convaincante. J'ai baissé le verre, souri à la foule et utilisé ma serviette pour essuyer discrètement ma bouche et transférer tout résidu qui aurait pu toucher mes lèvres. Marc-Antoine me regardait. Je pouvais sentir ses yeux suivre mes mouvements. Je me suis tourné vers lui, j'ai de nouveau levé mon verre pour un toast privé et j'ai pris une autre fausse gorgée. Ses épaules se sont légèrement relâchées. Bien, il pensait que je l'avais bu. Magnifique discours, chérie, ai-je dit assez fort pour que les gens à proximité entendent. Puis je me suis penché et j'ai chuchoté, je me sens un peu étourdi. Trop d'émotion. Je vais sortir un instant pour prendre l'air. L'inquiétude a traversé son visage. Dois-je t'accompagner? Non, non, reste et profite. Je reviens tout de suite. J'ai touché son bras. Tu as attendu cette fête autant que moi. C'était vrai, mais pas de la manière dont tout le monde le pensait. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les félicitations, serrant mes collègues dans mes bras, laissant les gens penser que j'étais juste submergé par l'émotion. J'ai gardé le verre de champagne avec moi. Quand j'ai atteint le couloir à l'extérieur de la salle de bal, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai soigneusement sorti un sac de preuves en plastique de ma pochette. Oui, j'avais apporté des sacs de preuves à ma propre fête de célébration.
J'avais aussi apporté mon téléphone réglé en mode enregistrement vocal parce qu'il y a 3 semaines, j'avais commencé à avoir des soupçons. Cela avait commencé par de petites choses. Marc-Antoine posant trop de questions sur les négociations du brevet. Marc-Antoine rencontrant quelqu'un qu'il disait être un conseiller financier, mais quand j'avais appelé le cabinet qu'il mentionnait, il n'avait jamais entendu parler de lui. Marc-Antoine s'intéressant de manière inhabituelle à mon assurance vie, celle qu'il m'avait convaincu d'augmenter à 15 millions d'euros il y a seulement 6 mois. La mère de Marc-Antoine, Sandra, devenant soudainement beaucoup plus gentille avec moi alors qu'elle m'avait à peine toléré pendant 5 ans. Puis vint la conversation sur le testament. Marc-Antoine l'avait abordé au dîner avec tellement de désinvolture. Maintenant que nous allions être riches, nous avions besoin d'une planification successorale appropriée, avait-il dit. Nous devions nous assurer que tout était protégé. Il avait déjà consulté un notaire. Tout ce que j'avais à faire était de signer. Je lui ai dit que je voulais d'abord examiner les documents avec mon propre avocat. Il s'était mis en colère, la première fois en des années que je le voyais vraiment en colère. Il m'avait accusé de ne pas lui faire confiance, d'être paranoïaque, de laisser le succès me changer. Puis il s'était excusé, avait dit qu'il était juste stressé, que nous ferions ce qui me mettrait à l'aise. C'est là que j'ai su avec certitude. J'ai scellé le verre de champagne dans le sac de preuve et je l'ai glissé dans mon sac. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Élise, je pensais que tu serais en train de faire la fête. La voix du commandant Sarah Lefebvre était chaleureuse mais alerte. Nous étions amis depuis l'université, colocataires à la Sorbonne avant qu'elle n'entre dans la police et moi en médecine. J'ai besoin que tu me rejoignes maintenant. Entrée de service du Meurice. Et Sarah, apporte un kit de scène de crime. 20 minutes plus tard, Sarah et moi étions assises dans sa voiture dans le parking souterrain. Elle portait une tenue de soirée car elle était à un mariage quand j'avais appelé, mais son visage était tout à fait professionnel alors qu'elle examinait le verre de champagne à travers le sac plastique. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé. Je l'ai vu faire. Élise, si tu as raison, on parle d'une tentative de meurtre. Et si tu as tort? Je n'ai pas tort. Sarah m'a regardé longuement. Puis elle a hoché la tête. D'accord, mais on doit faire ça correctement. On a besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal. On doit prouver l'intention, l'opportunité et le mobile. On doit s'assurer que chaque étape est documentée et légale. Elle a marqué une pause. Es-tu prête pour ce qui va suivre? Pour vivre avec quelqu'un dont tu sais qu'il a essayé de te tuer pendant qu'on monte le dossier? J'ai repensé aux 5 dernières années. J'ai pensé à la façon dont Marc-Antoine m'avait encouragé à quitter mon poste à l'hôpital pour me concentrer à plein temps sur le brevet. Comment il m'avait isolé de mes amis, toujours si subtilement. Comment il m'avait convaincu de le nommer comme bénéficiaire principal de tout. Comment il s'était rendu indispensable, gérant notre maison, nos finances, notre calendrier social. Comment il avait planifié cela depuis le début. Oui, j'ai dit. Je suis prête. Sarah a sorti son téléphone. J'appelle un contact au laboratoire de la police scientifique. Il me doit une faveur. On va accélérer l'analyse de ce champagne. S'il y a quelque chose dedans, on le saura demain matin. Elle m'a regardé sérieusement. En attendant, tu dois être prudente. Ne mange rien, ne bois rien qu'il te donne. Ne sois pas seul avec lui dans des situations où il pourrait réessayer. Et pour l'amour de Dieu, ne lui laisse pas savoir que tu soupçonnes quoi que ce soit. Je ne le ferai pas. Une dernière chose. On doit découvrir ce qu'il prévoit ensuite. Ce n'était clairement pas une impulsion. Il prépare ça depuis des mois, peut-être plus. La question est, quel est son but final? Juste l'héritage, ou y a-t-il plus? J'y ai réfléchi. Le brevet. Ce n'est pas seulement les 30 millions de la vente. Le dispositif lui-même, si quelqu'un possédait le brevet purement et simplement, il pourrait négocier d'autres accords de licence, peut-être plus lucratifs, ou le vendre à des concurrents. Donc, si tu mourais, il hériterait des droits du brevet. Pas de tous. L'accord de licence est avec moi spécifiquement, mais en tant que conjoint, il aurait un contrôle significatif sur toute décision future. Et si j'avais signé ce testament qu'il voulait que je signe? Ma voix s'est éteinte en réalisant. Sarah,
J'ai besoin de voir ce testament. Celui que son notaire a préparé. Où est-il? Dans le bureau à la maison. Dans son bureau. Sarah a souri sombrement. Alors je pense que tu dois avoir une conversation très prudente avec ton propre avocat. Demain. À la première heure. Je suis retourné à la fête. Marc-Antoine tenait salon près du bar, riant avec des investisseurs, jouant parfaitement le rôle du mari dévoué. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé de ce qui semblait être un soulagement sincère. Te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. J'avais juste besoin d'un moment. Je lui ai souri. Désolé de t'avoir inquiété. Il m'a attiré contre lui, a embrassé mon front. Pour les gens qui regardaient, cela semblait tendre, mais je pouvais sentir la tension dans son corps. Il s'attendait à ce que je me sois déjà effondré. Il s'attendait à une ambulance. Au chaos, à son choc et à son chagrin soigneusement répété. J'ai passé le reste de la soirée à jouer mon rôle. La femme médecin heureuse et couronnée de succès, l'épouse reconnaissante qui n'aurait pas pu le faire sans le soutien de son mari. J'ai bu de l'eau dans des bouteilles scellées que je me suis procurées moi-même. J'ai mangé de la nourriture du buffet, les mêmes plats que tout le monde mangeait. Et j'ai observé Marc-Antoine devenir de plus en plus confus, de plus en plus agité. À mesure que la nuit avançait et que je restais en parfaite santé. Quand nous sommes enfin rentrés dans notre appartement de Neuilly à 1h du matin, Marc-Antoine vibrait pratiquement d'une frustration à peine contenue. « Tu as à peine bu ton champagne », a-t-il dit alors que nous franchissions la porte. Ce n'était pas tout à fait une accusation, mais presque. J'avais tellement de gens à qui parler. Tu sais comment sont ces choses. J'ai enlevé mes talons. Je suis épuisé. Je pense que je vais prendre une douche rapide et aller directement me coucher. Dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai allumé la douche et le ventilateur pour couvrir tout son. Puis j'ai vérifié mon téléphone. Sarah m'avait envoyé un SMS. Résultat préliminaire tombé. Il y a définitivement quelque chose dans le verre. Analyse complète à 8h. Ne dors pas dans la même pièce. J'ai répondu. Chambre d'amis. D'accord, parfait. Verrouille la porte. J'aurai une patrouille banalisée dans ta rue ce soir. Le moindre problème, appelle le 17. J'ai pris la plus longue douche de ma vie, essayant de digérer ce qui se passait. Mon mari avait essayé de m'empoisonner. Mon mari, que j'avais aimé, en qui j'avais eu confiance pour tout, avec qui j'avais construit une vie. Quand avait-il décidé de me tuer? M'avait-il jamais aimé, ou n'avais-je été qu'un investissement à long terme? Quand je suis sorti enveloppé dans un peignoir, Marc-Antoine était assis sur notre lit. Je pensais que nous allions célébrer cela proprement, a-t-il dit en désignant 2 verres de vin sur la table de nuit. Juste nous deux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé une voix légère. C'est gentil, mais je suis vraiment vanné. Et j'ai ce rendez-vous avec mon avocat demain matin à 8h. Tu te souviens, pour la création de la fondation médicale dont nous avons parlé? C'était un mensonge. Mais j'ai vu l'expression de Marc-Antoine changer. Une fondation médicale? Je ne l'avais pas mentionné? Je veux utiliser une partie de l'argent pour financer des bourses de recherche pour des scientifiques issus de milieux défavorisés. Tu sais, rendre ce qu'on m'a donné. J'ai souri. On pourra trinquer demain soir après que j'aurai fini toutes ces corvées juridiques ennuyeuses. Élise, tu devrais vraiment discuter des décisions financières majeures avec moi d'abord. Bien sûr, j'explore juste les options pour le moment. Je me suis dirigé vers la porte. Je vais en fait dormir dans la chambre d'amis ce soir. Toute l'excitation d'aujourd'hui m'a donné une migraine de tension, et je ne veux pas te tenir éveillé en me retournant sans cesse. Élise. Bonne nuit, Marc-Antoine. Je t'aime. J'ai fermé la porte avant qu'il ne puisse répondre. Dans la chambre d'amis, j'ai verrouillé la porte et coincé une chaise sous la poignée. Puis je me suis assise sur le lit, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter tout ce que je savais. Sarah a appelé à 8h15. Élise, tu devrais t'asseoir. Je suis déjà assise. La substance dans ton champagne était de la digoxine. Une dose massive, assez pour provoquer un arrêt cardiaque en 30 à 90 minutes,
selon le métabolisme de la personne et la quantité consommée. La digoxine, un médicament pour le cœur qui, à haute dose, est mortel et presque impossible à distinguer d'une crise cardiaque naturelle, à moins que quelqu'un ne sache spécifiquement quoi chercher. Il y a plus, a continué Sarah. J'ai fait quelques recherches. La mère de Marc-Antoine, Sandra, s'est fait prescrire de la digoxine pour une fibrillation auriculaire il y a 3 mois, et devine qui allait chercher ses ordonnances? Marc-Antoine. Marc-Antoine. On peut prouver l'accès aux médicaments. On peut prouver l'opportunité. Il a été photographié par le photographe de l'événement à côté de ton verre de champagne au moment précis où tu as dit l'avoir vu manipuler le verre. Maintenant, on doit prouver le mobile et l'intention. C'est là que tu bloques. Le testament. Le testament et tout autre document, email, communication montrant qu'il planifiait cela. Mais Élise, on doit les obtenir légalement. Rien qui nécessite un mandat pour lequel nous n'avons pas encore de motif suffisant. Peux-tu accéder à son ordinateur, ses dossiers, sans qu'il ne se doute de rien? J'y ai réfléchi. Marc-Antoine avait un bureau à la maison, mais il le gardait généralement verrouillé quand il ne l'utilisait pas. Cependant, il avait aussi un emploi du temps prévisible. Tous les mardis et jeudis matins, il jouait au tennis dans son club de 9h à 11h. Aujourd'hui, c'était mardi. Je peux le faire, ai-je dit. Donne-moi 2 heures. J'ai dit à Marc-Antoine que j'allais à l'Institut pour vérifier un projet de recherche, une excuse plausible puisque j'y avais toujours un bureau. Au lieu de cela, j'ai attendu au coin de la rue jusqu'à ce que je le voie partir pour le tennis. Puis je suis retourné à l'intérieur. Son bureau n'était pas vraiment verrouillé. Il était devenu négligent ces derniers temps, probablement parce qu'il pensait que je serais déjà morte. Son ordinateur nécessitait un mot de passe, mais je connaissais Marc-Antoine. Il utilisait le même mot de passe pour tout. L'adresse de sa maison d'enfance plus la date de naissance de sa mère. J'étais connecté en 30 secondes. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des emails à sa mère Sandra et à son frère Clément discutant du plan. Pas explicitement, ils étaient trop intelligents pour ça, mais dans un code qui était évident une fois qu'on savait quoi chercher. Quand Élise partira en voyage signifiait quand je serai morte. Le transfert d'actifs signifiait hériter de mon brevet et de mon argent. Le calendrier signifiait combien de temps ils attendraient avant que Marc-Antoine ne se remarie avec la fiancée de Clément, Natacha, apparemment, qui était dans le coup depuis le début. J'ai trouvé des brouillons de demande d'indemnisation d'assurance vie. J'ai trouvé des recherches sur les symptômes de l'empoisonnement à la digoxine et comment faire paraître cela naturel. J'ai trouvé une deuxième facture de téléphone portable pour un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai appelé, Natacha a répondu. J'ai raccroché sans rien dire. Il y avait des feuilles de calcul montrant comment ils avaient prévu de diviser mon argent. Sandra recevrait 5 millions pour éponger ses dettes. Apparemment, elle vivait au-dessus de ses moyens depuis des années et était sur le point de perdre sa maison. Clément recevrait 3 millions pour investir dans son entreprise immobilière défaillante. Natacha recevrait 2 millions pour son rôle. Et Marc-Antoine garderait le reste, plus les droits du brevet. Il planifiait cela depuis au moins 1 an, peut-être plus. J'ai tout photographié, chaque email, chaque document, chaque tableur. J'ai tout téléchargé sur un stockage cloud sécurisé auquel seul Sarah et moi avions accès. Puis j'ai effacé l'historique de navigation, verrouillé l'ordinateur et me suis assuré que tout semblait exactement comme je l'avais trouvé. Au moment où Marc-Antoine est rentré du tennis, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta recherche ?» a-t-il demandé en embrassant ma joue. Je me suis forcé à ne pas tressaillir. Productive. Et le tennis? Bien. Je vois Clément pour le dîner ce soir si ça te va. Juste une soirée entre frères. Bien sûr. J'ai de toute façon prévu de voir Julie. C'était un autre mensonge. Je rencontrais Sarah et un ami procureur pour passer en revue les preuves et planifier notre prochaine étape. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je devais vivre avec Marc-Antoine, lui sourire, dormir au bout du couloir, tout en sachant qu'il avait essayé de m'assassiner et qu'il prévoyait probablement de recommencer. Sarah m'avait conseillé de maintenir les apparences jusqu'à ce que nous ayons assez de preuves pour procéder à des arrestations irréfutables. Nous avons besoin de tout, avait-elle dit.
Nous avons besoin de preuves de conspiration, de preuves d'intention, de preuves d'opportunité. Nous devons les prendre en flagrant délit de planification ou de nouvelles tentatives. Sinon, un bon avocat de la défense créera un doute raisonnable. Il dira qu'il gérait simplement les médicaments de sa vieille mère, que ses discussions familiales sur l'héritage étaient banales. Nous avons besoin qu'il s'incrimine sans aucun doute possible. Alors, nous avons tendu un piège. J'ai dit à Marc-Antoine que je voulais passer un week-end dans notre chalet près d'Annecy, juste nous deux, pour décompresser après toute la folie de l'accord sur le brevet. Il a immédiatement accepté, probablement parce qu'un chalet isolé était l'endroit idéal pour un accident malheureux. Ce que Marc-Antoine ne savait pas, c'est que Sarah et 2 autres inspecteurs seraient là avant nous pour installer des caméras cachées et des appareils d'enregistrement. Tout ce qu'il dirait, tout ce qu'il ferait serait capturé. Nous sommes montés le vendredi après-midi. Marc-Antoine était de bonne humeur, écoutant de la musique, me tenant la main, agissant comme le mari dévoué. Je me demandais s'il avait toujours été un aussi bon acteur, ou si j'avais juste été trop confiante pour le remarquer. Le chalet était magnifique comme toujours, niché parmi les sapins avec vue sur le lac. Marc-Antoine a allumé un feu pendant que je déballais. Nous avons fait le dîner ensemble, des pâtes avec une salade, et je me suis assuré de préparer ma propre assiette, le surveillant tout le temps. Après le dîner, Marc-Antoine a suggéré que nous allions marcher jusqu'au bord du lac. Il commençait à faire nuit. Le sentier était rocheux et mal éclairé. L'endroit parfait pour une chute fatale. « Vas-y » ai-je dit. « Je veux finir de ranger la cuisine. » Il avait l'air agacé mais a essayé de le cacher. « On peut ranger plus tard. J'en ai juste pour quelques minutes. Sers-nous du vin, et je te rejoindrai sur la terrasse. » Il a accepté à contre-cœur. Pendant qu'il était dehors, je l'ai regardé par la fenêtre de la cuisine alors qu'il sortait une petite fiole de sa poche et ajoutait quelque chose à l'un des verres de vin. Il n'essayait même plus d'être subtil. Il devenait désespéré. Je suis sorti avec 2 bouteilles d'eau fraîche à la place. En fait, gardons le vin pour demain, ai-je dit joyeusement. J'essaie de rester hydraté ici. L'altitude me donne toujours des maux de tête. La frustration sur son visage était à peine dissimulée désormais. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de la chambre. Le lendemain matin, Marc-Antoine a suggéré une randonnée sur un sentier que je savais se terminer par une falaise abrupte. J'ai suggéré de faire du kayak sur le lac à la place. Public, visible, sûr. Il a serré les dents et a accepté. Dimanche matin, la patience de Marc-Antoine a fini par s'épuiser. On doit parler de quelque chose, a-t-il dit au petit déjeuner. Son ton avait changé. Plus dur, plus froid. Je sais ce que tu fais. Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé un visage neutre. Que veux-tu dire? Tu m'évites. Tu évites d'être seul avec moi. Tu ne bois rien de ce que je te donne. Qu'est-ce qui se passe, Élise? Tu n'as pas confiance en ton propre mari? Je ne vois pas de quoi tu parles. Le champagne à la fête. Tu ne l'as pas vraiment bu, n'est-ce pas? Alors, il avait remarqué. Je me suis levé lentement, chaque nerf de mon corps criant danger. Marc-Antoine, pensais-tu vraiment que je ne m'en rendrais pas compte? Pensais-tu que tu pouvais juste jouer la comédie et que je ne remarquerais rien? Il s'est levé aussi, se dirigeant vers moi. Où est-il? Le verre. Qu'est-ce que tu en as fait? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ne me mens pas. Sa voix montait maintenant, il perdait le contrôle. Tout était parfait. Le plan était parfait. Et tu as tout gâché. Tu as tout ruiné. Quel plan, Marc-Antoine? J'ai reculé vers la porte. De quoi parles-tu? Tu sais exactement de quoi je parle. Ce brevet devrait être le mien. J'ai passé 5 ans de ma vie à te soutenir, à t'écouter parler de tes précieuses recherches, à faire semblant de m'intéresser à tes conférences médicales ennuyeuses. 5 ans, Élise. J'ai mérité cet argent. Tu as essayé de m'empoisonner, ai-je dit froidement. Pas une question, juste un fait. Il a ri, mais c'était un son affreux. Empoisonné. Quel mot dramatique. Je préfère penser que c'était pour accélérer l'inévitable. Tu allais tout partager avec moi de toute façon, n'est-ce pas? Cela simplifiait juste les choses.
Tu es fou. Je suis pragmatique. Tu as plus de valeur pour moi morte que vive. Tu en as toujours eu. Du moins une fois que tu as enfin réussi à développer quelque chose de valeur. Il s'est approché. Ce n'est pas personnel, Élise. C'est juste du business. Et ta mère, ton frère, ils étaient dans le coup aussi? La famille soutient la famille. Ils ont compris. Maman a besoin d'argent. Clément a besoin d'argent. Et je mérite quelque chose après avoir gâché ma trentaine avec toi. Son expression était devenue froide, calculatrice. Mais tu as rendu les choses compliquées. Alors maintenant, nous devons faire cela différemment. Il s'est jeté sur moi. J'ai couru vers la porte de la terrasse en criant au secours. Marc-Antoine m'a rattrapé par derrière, ses mains autour de ma gorge. Nous avons lutté, nous sommes percutés contre la balustrade. Pendant un moment terrifiant, j'ai cru que nous allions tous les deux basculer dans le vide. Puis j'ai entendu la voix de Sarah. Gendarmerie. Lâchez-la, maintenant. Marc-Antoine s'est figé. Sarah et deux autres inspecteurs ont surgi des bois, armes au poing. Le regard sur le visage de Marc-Antoine, un mélange de choc, de fureur et de trahison, aurait été satisfaisant si je n'étais pas encore en train de chercher mon souffle. Marc-Antoine, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et agression. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant que Sarah lui lisait ses droits, Marc-Antoine me fixait avec une haine pure. Tu m'as piégé. Tu as essayé de me tuer, ai-je dit en frottant ma gorge. J'ai juste fait en sorte que tu te fasses prendre. Ils ont arrêté Sandra et Clément le même jour. Natacha le lendemain. Les preuves trouvées dans l'ordinateur de Marc-Antoine, combinées à la confession enregistrée au chalet et au témoignage du laboratoire médico-légal sur la digoxine, ont rendu l'affaire indiscutable. Le procès a duré 3 semaines. L'accusation a tout présenté, les emails, les tableurs, les conversations enregistrées, la flûte de champagne empoisonnée, l'agression de Marc-Antoine au chalet. La défense a tenté de soutenir que Marc-Antoine plaisantait, que les discussions familiales sur l'héritage étaient normales, que l'incident du chalet était un malentendu exagéré. Le jury n'y a pas cru. Ils ont délibéré pendant 4 heures. Marc-Antoine a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Sandra et Clément ont chacun pris 10 ans pour complicité et conspiration. Natacha a accepté de témoigner pour l'accusation et a écopé de 5 ans dont une partie avec sursis. J'ai vendu le chalet. Je ne pouvais plus supporter d'y retourner. J'ai aussi vendu l'appartement de Neuilly et j'ai emménagé dans un immeuble sécurisé du 7e arrondissement à Paris. J'ai commencé à voir un thérapeute pour traiter le traumatisme d'avoir été marié à quelqu'un qui avait planifié mon meurtre. Et j'ai lancé la fondation médicale que j'avais mentionnée à Marc-Antoine ce soir-là, la Fondation Élise Morel pour l'innovation biomédicale. Elle finance des bourses de recherche pour des scientifiques talentueux. Comme je l'avais dit, chaque bourse vaut 250 000 €. J'ai nommé le premier lauréat lors d'une conférence de presse 3 mois après la fin du procès. Ma meilleure amie Julie était là. Ma mère était là. Sarah Lefebvre était là. Toutes les personnes qui m'avaient réellement soutenu, qui s'étaient souciées de moi, qui méritaient de célébrer mon succès. Quelqu'un m'a demandé ce que je ressentais envers Marc-Antoine et sa famille. J'y ai réfléchi un instant. J'ai pensé à la trahison, à la violation de la confiance, à l'année passée à regarder par-dessus mon épaule même après leur mise en prison. J'ai pensé au fait que je ne verrais plus jamais les mariages, les anniversaires ou la vie domestique ordinaire de la même manière. Mais j'ai aussi pensé au fait que j'étais vivante, que j'avais fait confiance à mon instinct, que j'avais été assez intelligente et assez forte pour me battre. Je me sens reconnaissante, ai-je fini par dire. Reconnaissante d'avoir vu ce qu'il a fait. Reconnaissante pour les amis qui m'ont aidé. Et reconnaissante de pouvoir passer le reste de ma vie en sachant que je n'ai laissé personne me voler mon succès, mon travail ou ma vie. Ce soir-là, je suis rentré dans mon nouvel appartement. Je me suis versé une coupe de champagne d'une bouteille que j'avais ouverte moi-même et j'ai porté un toast à la pièce vide, à la survie, à la justice, à la vie que j'avais construite et à celle que j'avais sauvée, et au fait de ne plus jamais, au grand jamais, confier mon verre de champagne à qui que ce soit.